Voilà, l'enregistrement est commencé. Merci. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les infections urinaires qui passe de la prévention jusqu'au traitement et la deuxième partie portera sur la prévention autour du sondage vésical. Mais alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Christelle Nourry, cadre hygiéniste au CEPIAS et j'ai la chance d'être accompagnée de docteur Bouldouir, mais je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle effectivement Marianne Boulduir. Je suis médecin infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et responsable du Centre régional en antibiothérapie Île-de-France. Et ben, merci beaucoup, Christelle, pour cette invitation. Et on a la chance aussi d'être accompagné d'Isabelle Arnaud. Isabelle, si tu veux te présenter. Bonjour, je suis Isabelle Arnaud, je travaille comme épidémiologiste, biostatisticienne et informaticienne au CEPIAS Île-de-France. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre d'être informaticienne que j'assiste à ce webinaire. Si vous avez le moindre problème technique, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Moi, j'y répondrai. Et donc, vous pouvez aussi mettre toutes les remarques et toutes les informations que vous voulez, toutes les questions sur le chat. Il y aura des pauses régulières et mes collègues vous répondront. Voilà, merci. Merci Isabelle. Donc oui, je voulais donner quelques points d'organisation sur ce webinaire. C'est un webinaire qui va durer 1h30 environ. Il est enregistré. Vous aurez à disposition le replay sur nos deux sites, CPIA Site de France et CRATB. Euh, donc, vous pouvez poser vos questions et on y répondra via le chat. Et comme vous l'avez vu sur votre écran, il y a un lien avec WooClap. On va vous poser quelques questions sous la forme de quiz. Donc, ayez vos téléphones à côté de vous et vous pouvez dès à présent flasher le flash code. Je pense que j'ai tout dit et pour ceux qui viennent d'arriver, on vous remercie de répondre à l'enquête qui s'est affichée quand vous vous êtes connectés. Je vous remercie. Je pense que Marianne, tu peux commencer. Et ben, c'est parti. Donc, les infections urinaires, petit rappel anatomique. Voici l'arbre urinaire sur la droite de l'écran. Donc, on parle d'infections urinaires basses quand les infections urinaires touchent la vessie. La vessie est reliée par les uretères aux deux reins. Et on parle d'infections urinaires hautes quand elles touchent les reins, quand c'est des pyélonéphrite. Une petite particularité chez les hommes ont aussi, à partir de l'âge adulte, une prostate qui complique un petit peu le traitement de ces infections urinaires, et en font des infections urinaires aussi parenchymateuses quand c'est des prostatites, et on parle de plus en plus d'infections urinaires masculines. Alors, le diagnostic d'une infection urinaire, ça associe des signes cliniques et un ECBU positif. Les signes cliniques sont les signes fonctionnels urinaires, la polacurie, aller souvent aux toilettes, les brûlures mictionnelles, l'émission d'urine trouble, parfois hématique. Dans les cystites, infection urinaire basse, il n'y a pas de fièvre. Et si fièvre, c'est qu'il y a une infection du parenchyme, soit une pyélonéphrite, une infection du rein, soit une prostatite. Chez les personnes âgées, le tableau peut être plus difficile avec des symptômes moins spécifiques comme une confusion, des chutes, une asthénie. Le seuil pour dire qu'un ECBU est positif, ça dépend selon les laboratoires comment on compte les leucocytes, mais c'est plus de 10 par millimètre cube, soit 10 puissance 4. Inférieur, c'est comme si c'était négatif. Et les bactériuries, c'est 10 puissance 3 unités formant de colonies par ml pour les hommes et pour Escherichia coli chez la femme. Et si c'est un autre pathogène qu'Escherichia coli, on veut qu'il y ait 10 puissance 4 pour que ce soit significatif. Alors, pour faire le diagnostic d'une infection urinaire sur sonde, il faut forcément qu'il y ait au moins un signe clinique parmi la fièvre, l'impériosité mictionnelle, l'hypolacurie, les brûlures mictionnelles ou la douleur mictionnelle, en l'absence d'autres causes infectieuses ou non, et un sondage vésical avec un ECBU positif, euh, c'est-à-dire supérieur à 10 puissance 5 micro-organismes et pas plus de 2. Sinon, ça veut dire que le prélèvement n'est pas de bonne qualité s'il y a trop de micro-organismes différents. Le diagnostic d'une infection urinaire sur sonde repose donc sur le CBU qui doit être réalisé dans le respect des règles d'asepsie en prélevant les urines directement sur le site de prélèvement du collecteur. Mais avec Christelle, vous aurez toutes les informations. Pour le côté épidémiologie, ben, les infections urinaires, c'est vraiment très, très fréquent. C'est les deuxièmes infections les plus fréquentes après celles de l'appareil respiratoire.
C'est 10 fois plus chez la femme, hein. L'incidence est 10 fois supérieure chez la femme avec deux pics qui sont très nets. C'est au début de la vie sexuelle, donc les jeunes femmes, et juste après la ménopause. Chez l'homme, ça augmente après l'âge de 50 ans et ça augmente avec les pathologies prostatiques, que ce soit les adénomes, donc les grosses prostates, ou les cancers de prostate, et la chirurgie et les gestes qu'il peut y avoir derrière. Chez les jeunes enfants, souvent, c'est le témoin d'une malformation, principalement un reflux qu'il faudra peut-être opérer. C'est vraiment très fréquent et c'est aussi la première cause des infections associées aux soins en établissement de santé et la deuxième en EHPAD. Les facteurs favorisants sont le sexe féminin en raison de la proximité de enfin, le fait que l'urètre soit très court, la proximité avec la flore digestive et le tube digestif, l'activité sexuelle chez la femme, la grossesse, la modification de la flore par l'antibiothérapie, par les spermicides, les diaphragmes et en postménopause, avec les variations hormonales, les anomalies sous-jacentes de l'arbre urinaire, le diabète, la constipation, qui est quelque chose sur lequel il faut lutter dans les infections urinaires à répétition, et bien sûr, dès qu'il y a du matériel, donc tout le cathétérisme des voies urinaires, que ce soit les sondes à demeure, les cathétérismes suspubiens, les sondes Gigi, etc. Donc, on a déjà dit, mais c'est vraiment la première cause d'infection associée aux soins en établissement de santé. Là, ce sont les chiffres de l'ENP, l'enquête nationale de prévalence 2022, auquel certains d'entre vous ont dû participer. Donc, les patients hospitalisés, dans les infections chez les patients hospitalisés, 28% des infections étaient des infections urinaires. Dans la dernière enquête nationale de prévalence dans les EHPAD, c'était la deuxième cause, avec 31% d'infections urinaires parmi ces infections associées aux soins. Quand c'est des infections associées aux soins, les micro-organismes sont un petit peu différents du communautaire. Ça reste les entérobactéries, les Escherichia coli 25 à 40%, Klebsiella pneumoniae 10%, Proteus mirabilis 7%. Puis il y avoir d'autres micro-organismes qu'on retrouve moins en ville, comme le Pseudomonas aeruginosa ou le staphylocoque doré. Alors, les principaux mécanismes d'acquisition de ces infections urinaires associées aux soins, en l'absence de sonde vésicale, hein, dès qu'on met une dame ou un monsieur d'ailleurs dans un lit, qu'on reste allongé, qu'on peut se constiper, il y a un risque d'infection urinaire, même sans matériel, même sans sonde. Et le principal mécanisme, c'est par voie ascendante, à partir du tube digestif, à travers l'urètre, jusqu'à la vessie, et parfois jusqu'au rein. Et en présence de sonde vésicale, il y a deux mécanismes possibles d'infection associés aux soins. C'est le mécanisme d'acquisition par voie extraluminale, c'est quand les bactéries d'origine digestive qui sont au niveau du périnée et qui migrent vers l'urètre et la vessie par capillarité. Et c'est favorisé par aussi le biofilm qui peut se former sur la surface externe de la sonde. Cette voie extraluminale peut aussi être favorisée par des défauts d'asepsie lors de la pose de la sonde urinaire, par exemple quand on n'utilise pas le bon antiseptique ou si on fait une mauvaise toilette enfin, périnéale. L'autre mécanisme d'infection, c'est la voie endoluminale. C'est lorsque les micro-organismes progressent à l'intérieur de la sonde. Et ça, c'est vrai, il y a un très gros risque lorsqu'il y a une rupture du système clos avec la contamination des raccords et le fait de remettre ce raccord à la sonde permet aux micro-organismes de remonter dans la vessie. Euh, et il y a aussi toutes les causes de mauvaises pratiques d'hygiène durant les manipulations. C'est un dispositif invasif, donc il faut respecter les précautions standards et effectuer des hygiènes des mains au bon moment quand on touche ce dispositif. Il faut utiliser le bon antiseptique, etc. Et s'il y a des défauts, c'est une cause de contamination et c'est le mécanisme des infections urinaires associées aux soins. Merci Christelle. Alors, pour ce qui est des infections urinaires communautaires, c'est-à-dire acquises en ville, en dehors de l'hôpital, dans la communauté, c'est surtout les entérobactéries, puis surtout Escherichia coli, hein, jusqu'à 95% des cystites simples et 90% des pyélonéphrite simples. Donc vraiment, Escherichia coli, c'est le principal pathogène des infections urinaires. Il y a d'autres entérobactéries cousines comme le Proteus et le Klebsiella pneumoniae. Il peut y avoir aussi du Staphylococcus saprophyticus, 5 à 10% des cystites simples, plutôt les femmes jeunes. Ça a son importance parce que ce ne sont pas les mêmes antibiotiques qui marchent dessus. Les entérocoques et de temps en temps, de façon plus exceptionnelle, d'autres micro-organismes.
Alors attention parce qu'il y a vraiment une augmentation de la résistance bactérienne des entérobactéries aux antibiotiques. Là, je vous ai mis les chiffres des résistances aux médicaments qui sont recommandés au jour d'aujourd'hui. Donc, la phosphomycine, c'est que 2%. Pimécylinane, ça monte déjà à 10%. Voilà, l'amoxicilline, il n'y a plus que 50% de chances que ça marche. C3G, 9%. On va voir les détails dans notre région tout à l'heure. Alors, pourquoi il y a une augmentation de la résistance bactérienne? Ben, on s'infecte avec les bactéries du tube digestif, hein, ce qu'on appelle le microbiote. Vous savez peut-être qu'on a plus de bactéries dans le tube digestif que de cellules, hein. On a plus de 10 puissance 13 bactéries. Et on sélectionne les germes résistants en prenant des antibiotiques, par exemple. Donc, les antibiotiques vont tuer les bactéries sensibles et il vont rester que les résistantes. Donc, ces résistantes vont proliférer, vont même pouvoir échanger du matériel génétique avec d'autres bactéries qui vont elles-mêmes redevenir des résistantes. Il y a aussi un risque de contamination par l'alimentation, puisque si on mange de la viande, par exemple du poulet qui a été élevé avec des quinolones, on peut acquérir par l'alimentation des salmonelles résistantes naturellement aux quinolones. Donc, il faut savoir que l'antibiorésistance est un phénomène qui est une priorité de l'OMS, hein. C'est vraiment un problème international. Et dans notre France, nous sommes en Île-de-France particulièrement concernés, puisque là, si on regarde le taux de résistance d'Escherichia coli résistant au C3G, principalement par une enzyme qu'on appelle la BLSE, on voit que l'Île-de-France est la région la plus touchée avec 6,7%, alors qu'au niveau de la métropole, on est à 3,8%. Quelques différences entre les départements franciliens. Les régions après les plus touchées sont le PACA et puis la Guyane. Il y a encore plus de résistance aussi en Île-de-France d'Escherichia coli au quinolone, puisqu'on arrive jusqu'à 20%, 21% à Paris. Donc, quand on donne des quinolones, de l'oflocète, par exemple, aux urgences sur une infection urinaire, c'est pratique parce que c'est par la bouche, mais on a quand même une chance sur cinq de rater et d'être complètement inefficace. On voit que l'Île-de-France est particulièrement touchée puisque la moyenne nationale de résistance est à 13,5%. Et nous, là, on est à 21% et on continue d'augmenter malgré des actions qui peuvent être faites. Un autre phénomène qui est très inquiétant et qui est en train de prendre de l'ampleur, ce sont les Escherichia coli producteurs de carbapéménase. C'est à un autre niveau de résistance que celle qu'on vient de voir. C'est un autre type d'enzyme que la bactérie Escherichia coli peut attraper. Donc, c'est les carbapéménases qui détruisent les antibiotiques les plus larges spectres qu'on a à l'hôpital, qui sont les pénèmes, imipenem, thiénam, carbapénem. Et pour l'instant, en Île-de-France, on a des sauts assez bas en ville, hein. Là, c'est les chiffres de ville, pas à l'hôpital, puisqu'on a 0,1% des colis qui sont résistants. Mais on voit que chaque année, ça augmente selon une courbe exponentielle. Et c'est ce qu'on a vu avec les BLSE il y a une quinzaine d'années. On sait très bien que ça va continuer d'exploser et on en voit de plus en plus. Donc même quelqu'un qui n'a pas été hospitalisé, qui est en ville, même s'il n'a pas voyagé, même si le voyage dans les pays en voie de développement est un facteur de risque, mais même s'il n'a pas voyagé, il peut arriver aux urgences avec une infection urinaire à un germe déjà résistant euh, aux antibiotiques les plus larges spectres. Alors un petit quiz. Le WeClub vous pouvez télécharger le QR code. Il va se déclencher quand je lancerai le sondage tout à l'heure. L'aide-soignant qui vient de faire la toilette d'un patient de 85 ans qui est hospitalisé en gériatrie depuis un mois après une fracture du col fémoral signale à l'infirmier que le patient présente des urines malodorantes et foncées. Que doit-on faire? 1. Est-ce qu'on doit faire une bandette urinaire? 2. Prélever immédiatement un ECBU, comme ça, cela aidera le médecin à faire son diagnostic. 3. Renforcer la surveillance des apports hydriques et signaler au médecin d'éventuels signes d'infection urinaire ou de signes généraux d'apparition récente. 4. Informer le médecin que le patient a des urines malodorantes et foncées, discuter de la conduite à tenir. 5. Demander au médecin de prescrire un ECBU. Et 6. Prendre la température du patient. Donc, je pense que vous pouvez voter. Je vois que les chiffres montent. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, voilà, vous allez sur WooClap et puis le code, c'est ELKJEO. J'attends un petit peu. Parfait, ça monte.
Là, c'est une question assez simple, hein, comme ça. C'est quelque chose qui arrive assez quotidiennement, j'ai envie de dire. Hop. Donc, je vous montre les réponses qu'on attendait. Non, je demande d'abord vos réponses, pardon. Vos réponses, elles sont comme ça. Donc, 37% font une BU, 10% renforcer la surveillance. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant. Alors, les réponses qu'on attendait, c'était celles-ci. Hop. Renforcer la surveillance des apports hydriques, signaler au médecin d'éventuels signes nouveaux, informer le médecin qu'il y a des urines malodorantes et prendre la température. Alors, effectivement, oh là, pardon. Effectivement, devant quelqu'un qui a des urines malodorantes et foncées, ben, il n'est pas recommandé de faire une bandette urinaire ni de faire immédiatement un ECBU. Souvent, la plupart du temps, les urines malodorantes et foncées, ça signifie qu'elles sont très concentrées parce que le patient est déshydraté. Donc, la première chose à faire, c'est de le faire boire et de surveiller ses apports hydriques. Alors, de regarder quand même s'il n'y a pas de signes autres, donc prendre la température, rechercher les signes généraux, poser des questions sur les signes fonctionnels urinaires, informer le médecin de cette situation, discuter de la conduite à tenir, mais il ne faut pas lui demander systématiquement de faire un ECBU. Pourquoi? Ben, parce que pipi qui pue, pas de BU ni de CBU, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une infection. Et faire un ECBU qui risque de trouver des germes, parce que les personnes âgées peuvent se coloniser avec des microbes qui ne sont pas responsables d'infection, ça peut déboucher sur des antibiothérapies inutiles et qui ont des effets secondaires potentiels. Et puis surtout, ce n'est pas indiqué. Donc on fait le CBU qu'après avoir examiné le patient, voir s'il a des signes fonctionnels urinaires ou des signes de décompensation quand c'est quelqu'un d'âgé. D'abord, on augmente les apports hydriques. Parce qu'effectivement, il y a une notion qui est très importante, qu'il est très important de connaître, c'est la colonisation. C'est-à-dire qu'on vit tous avec des bactéries, on en a sur notre peau, dans notre tube digestif, dans notre nez. Et au niveau urinaire, avec l'âge, avec le matériel, on peut être colonisé par des bactéries avec ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique, qui ne nous donne pas de signes, qui ne nous rend pas malade et qui ne convient pas de traiter. Donc, il ne faut pas chercher s'il n'y a pas d'infection. Une infection, c'est différent, c'est vraiment une bactérie sur le CBU, mais avec des symptômes compatibles. Donc, il est vraiment toujours important de raisonner selon les signes cliniques et les symptômes du patient, parce que un prélèvement urinaire positif ne veut pas forcément dire infection et ne veut pas forcément dire antibiotique. Cette colonisation urinaire, elle augmente avec l'âge. Elle augmente avec le niveau de dépendance, elle augmente avec le matériel, les sondes à demeure, les cathéters suspubiens. Elle augmente avec le côté vessie neurologique, s'il y a une pathologie vésicale. On sait que chez les gens institutionnalisés, donc les gens qui sont dans les EHPAD ou les gens qui sont dans le secteur du handicap, il y a jusqu'à 50% de colonisation urinaire. C'est-à-dire que si vous allez dans une EHPAD où il y a 150 résidents, si vous faites un ECBU, il y en a 75 qui seront positifs, mais il y en aura potentiellement zéro qui ont une infection urinaire. Donc ça ne sert à rien de le faire, ça prend du temps, de l'argent, et en plus ça peut déboucher sur des antibiotiques qui ne servent pas. Même en ville, plus de 70 ans, il y a 10% de risque, enfin de champs, enfin, il y a 10% des patients de plus de 70 ans qui sont colonisés avec des bactéries, donc qui portent des bactéries dans la vessie et qui ne convient pas de traiter. Avec une sonde à demeure, ça augmente, puisqu'il y a une incidence de bactéries de 3 à 7% par jour de sondage, hein. Plus on est sondé longtemps, plus on est colonisé. Et au bout d'un mois, 100% des patients qui ont une sonde à demeure, ils sont colonisés par des bactéries. Pour les sondages de courte durée, ça va à peu près jusqu'à 23%. Donc, pas de traitement des colonisations urinaires. On ne les cherche pas, on ne les regarde pas, on ne les traite pas, sauf si on est enceinte, parce que là, pour le coup, il y a un risque de passage à la pyélonéphrite par compression à cause du fœtus, ou si on a une chirurgie urologique programmée, si on doit passer du matériel, un fibroscope ou une sonde Gigi dans les urines, il faut les stériliser avant le geste. Donc là, on donne une antibioprophylaxie 48 heures avant le geste, adapté aux germes qu'on a retrouvés. Ne pas faire de cellules sans signe clinique compatible. Et puis, ce n'est plus recommandé d'en faire avant la chirurgie cardiaque ou la chirurgie de hanche. Ça, c'est devenu très clair maintenant. Alors, deuxième question. Marianne, Oui? excuse-moi de t'interrompre. Il y a une question qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. Alors, Je oui. pense que c'est important d'insister. Est-ce spécifique pour la personne âgée, pipi qui pue, pas de CBU? Alors, j'ai envie de te dire non,
parce que quelqu'un qui est déshydraté, même s'il est jeune, sans trop d'antécédents, il va avoir aussi des urines qui sont très fortes parce qu'elles sont déshydratées, et le raisonnement est le même. Souvent, la question, elle se pose quand même pour les personnes âgées ou les personnes qui ont un handicap ou qui sont à l'éditer, etc. Mais en fait, non, c'est valable pour tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, quand c'est quelqu'un de jeune, ça sera encore plus facile pour lui de nous dire s'il a des signes fonctionnels. Si c'est quelqu'un qui a juste les urines qui sentent mauvais, mais qui n'a pas de brûlure, qui ne va pas faire pipi toutes les 5 minutes, qui n'a pas remarqué de sang, il n'a pas l'impression de pisser des lames de rasoir, eh bien non, pas de PU, pas de CBU. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Alors, deuxième question. Ce matin, l'aide-soignant signale à l'infirmier que Madame T, porteuse d'une sonde vésicale depuis 1 mois dans le cadre d'une sclérose en plaques avec vessie neurologique, on lui a mis une sonde et on sait qu'on ne peut pas l'enlever parce que sa vessie ne se videra pas seule. Elle présente une fièvre à 39. Que doit-on faire? 1. Donc c'est parti. Est-ce qu'on doit faire une bandette urinaire? 2. Est-ce qu'on doit renforcer la surveillance? 3. Est-ce qu'on doit rechercher d'éventuels signes d'infection urinaire? 4. Est-ce qu'on demande au médecin de prescrire un ECBU? Et 5. On informe le médecin que la patiente est fébrile et on discute la conduite à tenir. Donc je vous laisse voter et je vous remercie. Ben, par un peu plus de résultats que tout à l'heure, 50, c'est ben, super. J'affiche. Donc voilà vos réponses. Faire une BU, renforcer la surveillance, éventuellement chercher les signes d'infection U. Donc pas beaucoup de gens demandent de prescrire un ECBU. Tout le monde informe et discute en équipe. Ça, c'est bien. Alors, les réponses attendues, c'était celle-ci. Donc là, on regarde. Faire une bandette urinaire, ben non, parce que sur une sonde, ça ne voudra pas dire grand-chose, elle sera toujours positive et ça ne va pas forcément nous aider. Renforcer la surveillance, ben, oui, bien sûr, à quelqu'un qui a 39, il faut regarder qu'elle ne soit pas en signe de choc, regarder s'il y a des marbrures, prendre l'attention et puis repasser la voir. Rechercher d'éventuels signes d'infection urinaire ou des signes généraux d'apparition récente, oui, bien sûr, l'interroger, lui demander. Demander au médecin de prescrire un ECBU, alors là, on a marqué oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arguments pour penser qu'il y a une infection. Il y a cette fièvre, ce qui n'était pas le cas du premier quiz. Il y a une fièvre, il y a un contexte qui fait que sur une fièvre sur sonde, il y a quand même un fort risque que ce soit une infection urinaire, donc on fait un ECBU. Mais on ne le fait pas systématiquement. C'est vrai qu'il faut demander de passer par le médecin parce que le médecin va l'examiner. S'il se rend compte qu'elle est en détresse respiratoire et qu'en fait, elle a une pneumopathie parce qu'elle crépite dans le poumon droit, on pourra se passer de CBU. Mais là, ça fait quand même beaucoup de facteurs de risque d'infection urinaire. Sonde depuis 1 mois, fièvre. Donc le CBU sera assez systématique pour avoir le microbe. Surtout que comme c'est associé aux soins, ça peut être un germe très résistant aux antibiotiques. Et informer le médecin, bien entendu, c'était oui. Donc voilà, le petit mot, c'était il est fortement recommandé d'évoquer une infection urinaire associée aux soins chez les patients porteurs d'un dispositif endo-urinaire. Bien sûr, il faut y penser tout de suite, mais il faut y penser si et seulement si il y a des signes cliniques. Une fièvre, une hypothermie, une hypotension, une altération de l'état général, une léthargie. Parce que chez les personnes âgées, les symptômes habituels peuvent être discrets, la désorientation au premier plan. Mais là, il y a une fièvre. Donc de toute façon, il y a une fièvre, donc là, il se passe quelque chose, c'est différent. Alors souvent, on a des questions, est-ce qu'on fait une BU, un ECBU? Les choses ont un peu changé en plus ces dernières années. Alors la première question, c'est est-ce bien utile? Ça, c'est une affiche qui a été faite par les gens de Bichat dans le cadre du groupe BUD, Bon usage diagnostic. Un ECBU positif ne suffit pas le diagnostic d'infection urinaire et ne prescrivez un ECBU que si vous suspectez une infection. La première question, c'est vraiment est-ce qu'il faut en faire un? Euh, Là, ces urines sentent mauvais, je prescris un ECBU. Eh bien, non, les urines malodorantes ou trop isolées ne justifient pas de prescrire un ECBU. Il faut peut-être juste donner à boire. Bon, ça, on en a déjà parlé. En EHPAD, par exemple, on fait plus de BU. C'est plus recommandé de faire des BU. En gros, s'il y a des symptômes, état fébrile, confusion, signe urinaire, oui, donc il y a un risque d'infection urinaire.
il faut aller directement à l'ECBU. Ça ne sert à rien de passer par la case BU. Il faudra le microbe, donc on va faire un examen cytobactériologique des urines. Et s'il n'y en a pas, non, on ne fait pas d'examen, on hydrate comme on a vu tout à l'heure. Parce qu'il est vraiment important de ne pas banaliser un prélèvement urinaire. Il y a un risque, dès qu'on fait un prélèvement, de retrouver un germe qui n'est pas responsable d'infection. Sauf que s'il y a un ECBU qui traîne dans un dossier, on va être tenté de le traiter. Or, on sait très bien que traiter une bactérie qui n'est pas responsable d'infection, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de bénéfice sur le risque d'infection ultérieure, pas de bénéfice sur l'incontinence, la morbimortalité, la colonisation, le risque d'infection péropératoire, à part la chirurgie urologique, on va vraiment dans les urines. Mais par contre, c'est très souvent délétère. Il y a plein d'effets secondaires possibles. Il y a la colite à Clostridium majeure, il y a les allergies, et puis il y a cette sélection d'antibiorésistance dans le microbiote qui nous concerne. BU pour les cystites simples de la femme jeune. Parce qu'après, il y a aussi le fait que ça vous recommande, comment dire, c'est un volume important, les infections urinaires. Donc, faire des ECBU à tout le monde en ville, ce n'est pas non plus recommandé. Pour les femmes jeunes, non, dans les infections urinaires basses, les cystites non compliquées, on a juste besoin de confirmer le diagnostic. Donc, on fait une bandelette urinaire pour être sûr que ce soit une infection urinaire. Il faut savoir que quand on l'a fait avec chez quelqu'un qui se plaint d'aller tout le temps faire pipi, euh, elle sera positive dans 80% des cas. Les autres 20% des femmes qui ont l'impression d'avoir une infection urinaire parce qu'elles ont une pollacurie, elle va tout le temps aux toilettes, c'est quelque chose d'irritatif. Ça peut être en lien avec des choses très compliquées, comme des antécédents de violence ou des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément une infection. Donc, le but de la BU, ça sert à prouver le diagnostic. Si on a des leucos ou des nitrites et ou des nitrites, on peut dire qu'elle est positive et être sûr que c'est une cystite. Cette BU, maintenant, elle peut se faire en officine. Donc, je vous ai mis une affiche qu'on a fait avec d'autres partenaires pour les pharmacies parce que c'est un message que vous pouvez faire passer autour de vous. Si vous avez quelqu'un qui pense avoir une infection urinaire, ça peut être difficile d'avoir un rendez-vous chez son médecin traitant. Et ben, la personne ou vous-même, vous pouvez aller en pharmacie. Ils vous feront une bandelette urinaire. Soit ils vous demandent d'aller faire pipi chez vous avec un pot et vous ramenez le pot. Soit s'ils ont des toilettes accessibles, vous le faites chez eux. Et si la bandelette est positive, ils pourront vous donner un antibiotique adapté, c'est-à-dire un antibiotique vraiment qui cible l'Escherichia coli sans détruire trop le microbiote. C'est valable pour les cystites récidivantes, hein, c'est 4 épisodes, plus de 4 épisodes sur 12 mois. Donc c'est quelque chose qui arrive malheureusement. Et là, il n'y a pas non plus besoin de faire de CBU si l'évolution est favorable avec le traitement classique. Il faut bien sûr éliminer qu'il n'y a pas de grossesse et pas de fièvre. Pour les cystites à risque de complications, c'est l'anomalie des voies urinaires, des gens qui ont été opérés, qui ont des reflux, les hommes, la grossesse, l'âge physiologique supérieur à 75 ans. Donc là, il y a un petit flou sur l'âge, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est en pleine forme à 70 ans, il va être considéré comme non à risque de complications. Les sujets immunodéprimés et l'insuffisance rénale sévère, puisque là, il faut que la clairance de la créatinine soit inférieure à 30. Dans ces cas-là, on fait un ECBU pour avoir le microbe, parce que ça peut être un microbe résistant. Et si possible, si la personne n'est pas trop gênée, que les symptômes ne sont pas trop invalidants, on attend le résultat. Il faut à peu près 48 heures pour avoir le microbe au laboratoire, mais c'est mieux d'attendre, d'avoir l'antibiogramme, et comme ça, on choisit la molécule qui a le moins d'impact sur la résistance et qui est efficace. Des petits topics sur la bandelette urinaire. Il faut voir que l'utilisation est un petit peu différente. Enfin, les réflexions sont un peu différentes chez les femmes et chez les hommes. Chez la femme qui a des symptômes, ça a une très bonne valeur prédictive négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bandelette urinaire négative, on est sûr que ce n'est pas une infection. Ça élimine une infection. C'est ce qui se passe dans les officines. Il faut juste mettre un petit bémol pour les gens qui ont eu des chimiothérapies, qui sont en aplasie, qui n'ont pas de neutrophile. Parce que s'ils n'ont pas de neutrophile dans le sang, ils n'en mettront pas dans les urines. Mais ça, on n'est plus dans les cystites simples, on est dans les cystites à risque de complications. Une BU négative chez une femme élimine une infection. Chez l'homme, c'est un petit peu différent. C'est la valeur prédictive positive qui est élevée, c'est-à-dire que si la bandelette est positive,
avec des leucos et des nitrites, c'est vraiment très fortement évocateur d'infection urinaire. Par contre, à l'inverse, la valeur prédictive négative est moins bonne. Donc, une bandelette urinaire négative, ça ne permet pas d'éliminer une infection urinaire masculine. Si vraiment on y croit qu'il y a les symptômes, il faut faire un ECBU. À noter qu'il n'est vraiment plus recommandé depuis longtemps de faire un ECBU de contrôle après une infection traitée. Si l'évolution est favorable, on ne fait pas de CBU de contrôle. Alors à toi, Christelle, pour les prélèvements, c'est vraiment Euh, très important. Donc, on le voit bien que la qualité des prélèvements, c'est important parce que ça peut induire un traitement antibiotique, en particulier pour le CBU. Mais là, pour cette slide, c'est les bonnes pratiques des bandelettes urinaires. Donc, vous voyez une affiche qui est à destination des patients en ville, mais ça peut être très utile à l'hôpital dans les services où les patients sont autonomes ou en consultation. Donc, pour une bandelette urinaire, ben, il est quand même nécessaire que le patient fasse une hygiène des mains. Alors, au savon ou au savon en ville, c'est suffisant. Pour une bandelette urinaire, la toilette intime n'est pas nécessaire. Il faut manipuler le flacon avec précaution, ne pas mettre ses doigts à l'intérieur du tube pour déposer le couvercle à l'envers. Et ce qui est très important, c'est sa première mission doit être évacuée dans les toilettes et ne mettre que la deuxième miction dans le pot. Ensuite, il faut acheminer le pot à urine en ville enfin, à la pharmacie qui fera, lui, la bandelette urinaire, l'examen. Alors, c'est peut-être utile de donner des bonnes pratiques pour réaliser une bandelette urinaire. Il faut utiliser donc un contenant propre, non stérile, tremper la bandelette dans l'urine environ une seconde parce que il ne faut pas réaliser cet examen en frottant cette bandelette sur une couche qui est imbibée d'urine. L'examen sera de mauvaise qualité. Et c'est important aussi d'avoir des urines qui sont restées un moment dans la vessie. Par exemple, aux urgences, si on donne beaucoup d'eau au patient et qu'il urine tout de suite, l'examen sera de moindre qualité. Donc, on trempe sa bandelette. Ensuite, on dépose cette bandelette sur un papier absorbant et on lit le résultat en comparant la couleur obtenue avec la gamme colorimétrique qui est indiquée sur le flacon. Il faut attendre environ 1 à 2 minutes pour les leucocytes, pour exemple. Donc les résultats, s'il y a des leucocytes, si c'est positif, ça montre que c'est le témoin d'une inflammation et donc probablement d'une infection. Et les nitrites, la présence de nitrites, sont produits par certaines bactéries. Euh, Là, c'est les bonnes pratiques d'un examen cytobactériologique des urines. Donc, il faut prendre plus de précautions. Il faut éviter de contaminer les urines pendant l'examen. Il faut choisir le bon moment. Alors, le bon moment, c'est soit le matin au réveil, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Mais dans les bonnes pratiques, il faut attendre 4 heures après une miction pour avoir des urines qui sont restées un petit moment dans la vessie. Euh, on prend le flacon avec précaution, on a des compresses et un antiseptique et il faut réaliser dans ce cas-là pour le CBU une toilette intime pour nettoyer les parties génitales et pour éviter la contamination du prélèvement. On, on se lave soigneusement les mains. Alors, plutôt, en tout cas, quand c'est le professionnel, c'est une friction hydroalcoolique pour éviter la contamination de l'examen. Euh, et il faut réaliser une antisepsie, une désinfection des parties intimes avec une solution antiseptique adaptée, mais on va le voir un peu plus loin. Donc, il faut désinfecter grande lèvre, petite lèvre et passer l'antiseptique chez la femme d'avant vers l'arrière et sans revenir vers l'avant. Et pour l'homme, une antisepsie, il faut décaloter le pénis et passer l'antiseptique du gland vers le scrotum. On ouvre le flacon avec précaution, sans toucher l'intérieur. Et ce qui est très très important, et on s'aperçoit que c'est plus si connu,
il faut recueillir le premier jet d'urine va dans les toilettes et la deuxième miction sert pour l'examen. On referme le pot avec précaution et on transmet assez rapidement le CBU, on le dirige au niveau du laboratoire, mais les bonnes pratiques, il faut toujours respecter les consignes du laboratoire, que ce soit en ville et à l'hôpital. Alors, on n'a pas toujours des patients autonomes et continents dans les établissements. Les patients peuvent être continents. Donc, pour un ECBU, chez l'homme, on peut poser un collecteur pénien après une toilette et après avoir réalisé une antisepsie. Et chez la femme, il peut être nécessaire d'effectuer un sondage aller-retour, mais c'est toujours sur prescription médicale. Pour les patients sondés, mais on l'a un peu déjà dit et on va le répéter, il faut toujours utiliser le site spécifique de la ponction pour prélever les urines avec le dispositif. On n'utilise jamais d'urine du sac collecteur et on ne déconnecte jamais la sonde du sac collecteur des urines. Et là encore, on respecte les consignes du laboratoire. On achemine rapidement le pot au niveau du laboratoire. Peut-être un petit mot sur l'antisepsie. Il y a eu des recommandations qui sont sorties qui prônaient, mais ce n'est pas des recommandations françaises, qui prônaient de ne plus réaliser d'antisepsie avant un ECBU. Alors, ce n'est pas encore acté en France, mais la Société française de microbiologie sont en train de revoir leurs recommandations et peut-être, probablement, que les recommandations vont changer. Mais ce n'est pas encore acté, donc aujourd'hui, on continue à réaliser une antisepsie avant d'effectuer un ECBU. Euh, s- alors, chez les enfants, on peut bien l'imaginer. Alors, je ne suis pas du tout enfin, spécialisée en pédiatrie, mais on peut bien imaginer que c'est plus compliqué et les études montrent qu'il y a un risque de contamination très important. Quand on réalise un ECBU sur poche, c'est contaminé pour 50% des prélèvements. Le permictionnel, là, il y a une contamination à 25%, le sondage urinaire 10% et la ponction suspubienne 1%. Donc, on voit bien qu'il faut peut-être éviter d'envoyer des ECPU en collectant les urines via une poche. Et c'est aussi bien d'éviter le sondage urinaire qui est quand même un geste un peu invasif. Donc, je ne sais pas si tous les services de pédiatrie connaissent cette méthode, mais c'est issu du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique. Il y a une méthode qui stimule la vessie, qui permet d'avoir un jet d'urine en tapotant la région suspubienne assez rapidement pendant 30 secondes et qui est suivie par un massage de la zone lombaire pendant 30 secondes et on répète ces tapotements et le massage. Donc, ça peut favoriser une miction. Donc, si au bout de 5 minutes, on n'a pas de réussite, si c'est autorisé par les médecins, peut-être qu'on peut hydrater l'enfant et lui donner à boire et répéter cette procédure, mais c'est peut-être une procédure qui permet d'éviter de poser une poche. Alors, nous avons mis un exemple de protocole de l'hôpital Robert Debré. Donc, vous avez probablement en pédiatrie des protocoles. Donc là, c'est écrit que chez les enfants n'ayant pas de mixtion volontaire, il faut réaliser une toilette soigneuse des organes génitaux à l'eau et au savon. Donc ça, c'est les recommandations. Et ensuite, il faut, après avoir bien rincé et séché, il faut effectuer l'antisepsie. Donc au daquin, chez les tout petits, le daquin, il est recommandé. Enfin, il est autorisé. Et chez la fille, hein, donc il faut toujours faire d'avant en arrière en incluant les petites lèvres et le méa urétral. Alors, chez le garçon, il faut essayer de décaloter, mais bien sûr, chez les tout petits, il ne faut pas trop forcer et il faut désinfecter jusqu'au méa urétral. Alors, le recueil des urines chez les tout petits, les filles jamais de poche et on fait le sondage d'emblée si la procédure de tapotage ne fonctionne pas.
sauf si, sauf si on ne peut pas poser de sonde urinaire s'il y a une impossibilité anatomique. Chez le garçon, si la méthode naturelle ne fonctionne pas, on pose une poche et on réalise une bandelette urinaire. Par contre, si la bandelette urinaire est positive, il faut poser une sonde urinaire s'il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Et pour les enfants qui ont des mictions volontaires, enfin, excuse-moi, Marianne, il y avait une petite phrase Oui. qui ont acquis des mictions volontaires, on éduque aussi les parents pour réaliser la toilette et l'antisepsie. Alors là, donc, l'exemple toujours de l'hôpital Robert Debré pour le CBU, si pas de mixon volontaire, en fait, il n'y a pas de CBU qui est envoyé sur poche. Chez la fille, c'est un sondage d'emblée, jamais de poche, sauf exception. Et chez le garçon, c'est bandelette urinaire. Si c'est positif, c'est un ECBU systématique par sonde urinaire. Eh ben, merci beaucoup, Christelle, pour ces explications. J'en profite pour rappeler que, et c'est ce que dit aussi l'équipe de Robert Debré notamment, c'est qu'il bien sûr, il faut faire de ces CBU que quand c'est nécessaire aussi chez les enfants, à cause du risque de contamination élevé qu'on a vu et la difficulté. Et tout comme il faut essayer de limiter les sondages, hein. Bien sûr, les sondages urinaires, c'est que si c'est nécessaire et obligatoire, puisque ceux-ci ont plein de complications. Ça va déjà diminuer la mobilité d'un patient s'il se retrouve avec une sonde urinaire. Donc, il y a un plus de risque de phlébite, d'embolie pulmonaire, d'escar, de délirium, de chute. Ça augmente sa durée d'hospitalisation, on le sait. Ça peut être un inconfort, un traumatisme avec de l'anxiété. Et puis, il y a un risque de colonisation et d'usage inapproprié d'antibiotiques et un vrai risque aussi de véritable infection urinaire avec des bactériémies et des atteintes du rein qui peuvent ensuite être traités par antibiotiques et avoir des effets secondaires comme l'antibiorésistance, mais aussi les allergies et le clostridium. Donc ça, c'est une petite fiche issue du GEPRI dont vous aurez le lien qui reprend un petit peu tous ces points de façon très bien faite. Pour la partie traitement, le traitement des infections urinaires, donc ça va dépendre du type d'infection qu'on est. Est-ce qu'on est chez une femme, une cystite, une pyélo, ou est-ce qu'on est dans une infection urinaire masculine? Les infections urinaires masculines, il faut toujours réfléchir, est-ce qu'il y a une prostate? Donc les enfants jusqu'à l'adolescence, non. Les gens qui ont été opérés d'un cancer de prostate, non non plus. Euh, donc ça peut être un élément très important pour la durée du traitement. On attend des nouvelles recommandations, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine, parce que la cystite de l'homme, donc l'infection uniquement de la vessie de l'homme, non fébrile, a finalement été reconnue en France. On disait que ça n'existait pas jusqu'à maintenant, mais ça va changer. Donc, le message pour l'instant, c'est que l'infection urinaire masculine, c'est 14 jours de traitement d'après les textes, mais on fait déjà 7 jours en milieu infectiologique pour les infections non fébriles. Par contre, il faut faire 14 jours quand il y a une infection de la prostate, une prostatite. Quand il y a une prostate, il faut mettre des antibiotiques qui diffusent bien dedans. On sait que les bêta-lactamines ne diffusent pas bien dans la prostate. Donc, c'est plutôt le Bactrim, le cotrimoxazole qui est recommandé et l'équinolone. Pour les femmes, la cystite, l'infection urinaire basse, il faut choisir l'antibiotique le moins générateur de résistance. On a vu que chez les jeunes sans facteur de risque, on fait plus d'examen ECBU, donc on traite en empirique et avec des antibiotiques qui diffusent bien dans les urines, mais qui ne vont pas trop sélectionner de résistance. Et donc c'est la phosphomycine et le pivmucilinam, les deux premières molécules. Je vous ai mis en haut les antibiotiques qui sont d'indication à usage restreint en ville d'après la SPILF, la Société pathologique infectieuse en langue française à viser d'épargner la résistance, puisque ce sont les antibiotiques qui ont un large spectre, avec notamment certains sont antigrammes négatifs comme les quinolones ou anti-anaérobies comme l'acide clavulanique, et qui donc sélectionnent beaucoup de résistance dans le microbiote. Il faut éviter, dans la mesure du possible, l'augmentin, amoxicilline acide clavulanique, l'azithromycine, les céphalosporines, donc la recéphine en ville, hein, et les quinolones. Quand c'est une cystite avec de complications, on essaye d'attendre l'antibiogramme et on donne celui qui a le spectre le plus étroit. La première ligne, c'est amoxicilline. Et après, c'est décrit ici. Pour les pyélonéphrites, ce qu'il faut faire le plus attention, c'est la durée. Les durées de traitement antibiotique, ben, elles diminuent de plus en plus, toujours sur des études basées sur les preuves. Et donc, une pyélonéphrite simple, c'est 7 jours. 7 jours si on a eu des fluoroquinolones ou des bêta-lactamines intraveineux au départ.
On peut faire 5 jours quand c'est des aminosides. Ça, c'est surtout en pédiatrie que ça se fait. Et sinon, c'est 10 jours. 10 jours dans les autres cas. Dans le traitement, il y a aussi prévention. Pas oublier la prévention, dans laquelle vous pouvez avoir vraiment un rôle très, très important. Là, je vous ai mis des petites affiches qui avaient été faites par des infirmiers libéraux, là, l'URPS Hauts-de-France. Bah, c'est des choses simples, hein. Il faut boire un minima 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour sur 24 heures, puisque le flux urinaire diminue la charge bactérienne. Lutter contre la constipation, donc avoir une alimentation riche en fibres. Ça, c'est important aussi à l'hôpital. Uriner fréquemment, donc ne pas se retenir toute la journée, hein, au travail, prendre le temps d'aller aux toilettes et tenter de vider sa vessie complètement à chaque fois, notamment en cas de prolapsus, ce qui peut être un problème avec l'âge. Changer fréquemment ses serviettes hygiéniques lors des règles. Éviter les produits d'hygiène intime parfumés, donc qui peuvent en plus changer le pH au niveau gynéco et entraîner la prolifération bactérienne. Donc tous les produits d'hygiène intime en fait ne sont pas recommandés. Éviter les bains moussants, les douches vaginales. Vider la vessie avant et après chaque relation sexuelle. Ça, c'est les femmes donc, qui ont identifié ce facteur favorisant. C'est vraiment très, très important. S'essuyer de l'avant vers l'arrière après la miction et la défécation pour empêcher les bactéries de pénétrer l'urètre. Et puis privilégier les sous-vêtements en coton, éviter les vêtements serrés. Ça peut vraiment améliorer la qualité de vie des femmes avec des cystites à répétition, notamment les femmes jeunes. Donc, à toi, Christelle, pour la deuxième partie. Sauf s'il y Alors, a des questions, oui, peut-être. il y a des questions. Alors, je t'écoute. Euh, attendez, alors, une question. Je pensais que chez l'homme, les signes cliniques sont plus sourds et n'y a-t-il pas un risque de pyélo avec diagnostic tardif? Chez l'homme, Chez l'homme, euh, oui. euh, est-ce que les signes cliniques sont plus faibles? Je suis pas sûre, moi. Je pense que quand même, ils ont vraiment aussi une polacurie. C'est peut-être un petit peu différent. C'est vrai qu'on dit les filles, elles ont vraiment l'impression de faire pipi des lames de rasoir. C'est peut-être un petit peu moins ça que décrivent les hommes. Enfin, ils décrivent quand même des brûlures en faisant pipi. Et les prostatites, ils ont souvent vraiment des frissons, ils déchargent, ils ont vraiment des sepsis sévères. Mais non, on peut dire que l'homme a quand même des signes fonctionnels urinaires. D'accord. On essaie de changer là. Par rapport au pharmacien, Ouais, alors la question, c'est le pharmacien qui prescrit l'antibiotique ou ouais. fait-il faire la BU et rendez-vous avec généraliste après? Non. Donc ça, c'est nouveau. C'est de juillet 2025, là, hein. Donc c'est vraiment nouveau. Le pharmacien est maintenant prescripteur. Donc si ça rentre dans toutes les cases, donc il y a tout un checklist avant, c'est-à-dire si c'est une femme entre 15 et 65 ans qui n'est pas enceinte, qui n'a pas de fièvre, qui n'a pas de facteur de risque de cystite de constipation, il fait la bandette urinaire. S'il est positif, il prescrit lui-même la phosphomycine ou le pivmécélinam s'il y a une allergie. Et la patiente ressort avec l'ordonnance. Donc, c'est dans ces missions. De plus en plus, les pharmaciens d'officine ont de nouvelles missions. Ils ont aussi la possibilité de prescrire les vaccins. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, ils peuvent mettre à jour le calendrier vaccinal sans passer par la case médecin traitant. Par contre, bien sûr, c'est bien de faire un lien avec le médecin traitant s'il y en a un. Autre question. Alors ça me concerne. Si on trempe la bandette dans le pot à ECBU, celui-ci n'est pas stérile. Non, on trempe la bandette pour une bandette urinaire. Sinon, on ne paie pas de bandette dans le pot à ECBU. C'est un examen stérile, aseptique en tout cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bandelette, elle sert à savoir s'il y a des locaux et des Voilà, nitrites. c'est ça. On s'en fiche si on la contamine avec des bactéries qui vont Mm. pousser après parce qu'on ne va pas faire cette recherche. Par contre, le CBU, on regardait le globule blanc et l'examen direct si on voit des germes, mais après, on va le mettre dans une boîte de pétri pour le faire pousser. Donc, il ne faut pas le contaminer avec d'autres germes de l'environnement, sinon ça va pousser sur la boîte de pétri. Mais il n'y a pas du tout les mêmes besoins. Donc, une BU, on n'a pas besoin de le faire stérile. Mm. Et effectivement, ça choque au début, on a tellement l'habitude de faire autrement, mais pour une bandette urinaire, il n'y a pas besoin. Mm. Comment savoir si l'antibiotique est efficace sans antibiogramme, à la différence de l'ECBU? Vraiment, c'est les signes cliniques, hein. C'est... On a vu qu'il n'y a pas zéro risque d'échec dans les traitements empiriques. Je vous avais mis la diapo au tout début des résistances sur les antibiotiques, c'est 2-3%, ça reste moins de 5%, donc ça reste faible. Mais c'est-à-dire que si les signes cliniques disparaissent pas, c'est que ça ne va pas.
Donc là, on fait le CBU. Mais finalement, ça arrive très, très peu, hein. Alors, il y a une question que je ne comprends pas bien, mais je vais essayer quand même d'y répondre. Est-il nécessaire de garder le pot à urine si l'on a transféré les urines dans le tube? Je pense qu'un ECBus, le pot est stérile, donc il faut essayer de mettre directement les urines dans ce pot. Et si, par exemple, c'est un prélèvement sur une sonde, l'intérieur de la seringue est stérile, et donc on verse directement dans le pot à ECBU, et ensuite on le ferme et on l'achemine au laboratoire. Mais je ne sais pas si je réponds réellement à la question. Et j'avais une autre question, je pense que c'est la dernière. Ça te concerne, Marianne. La pyélonéphrite, parfois difficile à différencier de la colite néphrétique compliquée, est-ce le cas? Alors, oui et non. Bah, pyélonéphrite, donc il y a une infection parasitose, il y a de la fièvre. Normalement, la colique néphrétique, il n'y a pas de fièvre. Pyélonéphrite, il y a une douleur à la palpation du rein, là, quand on tape. Je vous montre là, quand on tape ici, là, la douleur à l'ébranlement lombaire, ça fait mal, mais la douleur, elle est localisée là. Alors que la colique néphrétique, la douleur, elle descend. Et c'est des gens qui ne tiennent pas en place, les gens qui ont des coliques, enfin, vous connaissez ça, mais les coliques néphrétiques, les gens qui ne tiennent pas en place, c'est vraiment une douleur atroce. Alors que la pyélo, elle est plus sourde, elle est plus lancinante, elle est plus fixe. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, la colique néphrétique, on va avoir du sang à la bandelette, mais pas forcément de l'eau. Mais ça peut être, oui, bien sûr, la médecine, ça peut être très varié, donc ça peut être difficile, mais il y a quand même le côté fièvre, pas fièvre, douleur sourde ou douleur hyperalgique, enfin hyper frénétique, là. Voilà. Ok. Pas d'autres questions. Je vois juste, avez-vous une marque de bandette à nous recommander? Et j'avoue que Euh, j'en ai pas. Et non. c'est très difficile parce que souvent, c'est des marchés auxquels on ne nous demande pas notre avis, quoi. Donc, je suis désolée, je peux pas répondre à cette question, moi. Je peux me renseigner s'il faut, mais je sais pas. Je pense qu'elles sont toutes valables. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est le co et nitrite. On n'a pas besoin d'avoir 10 milliards d'autres choses dessus. Mm. J'ai partagé l'écran, Marianne, c'est bon, Oui, non, je ça te vois. fonctionne? Ça D'accord. marche. Ok. Donc la deuxième partie porte sur les bonnes pratiques autour du sondage vésical et peut-être qu'il faut déjà définir ce qu'est un sondage vésical. C'est une introduction aseptique d'une sonde urinaire dans la vessie par le méa urinaire en suivant le trajet de l'urètre afin de drainer l'urine. Alors, il existe différents types de sondages. Vous avez les sondages à demeure qu'on met en place grâce à une sonde à ballonnet qu'on appelle les sondes de Foley. Et cette sonde, elle est laissée en place au moins pendant plusieurs heures jusqu'à plusieurs semaines. Et cette sonde permet l'écoulement permanent de l'urine qui est recueillie dans un sac collecteur. Vous avez aussi des sondages évacuateurs qui peuvent être intermittents et isolés. Et ce sondage se fait à l'aide d'une sonde urinaire sans ballonnet. On n'a pas besoin d'un ballonnet pour faire des sondages évacuateurs. Et la sonde urinaire est retirée quand la vessie est vide. Alors, intermittent, ça veut dire que ce sondage évacuateur doit se faire à plusieurs reprises répétées. On peut les appeler aussi sondage évacuateur itératif et les sondages évacuateurs isolés, une fois, suite à, par exemple, une anesthésie, on est obligé, en salle de réveil, d'évacuer les urines. Dans les sondages évacuateurs, ça peut être un hétérosondage. Ce sont des sondages qui sont effectués par une tierce personne. Donc, le plus souvent, c'est un acte infirmier, mais ça peut être aussi un sondage effectué par les familles. Et il y a les autosondages qui sont réalisés par le patient lui-même après, bien sûr, une éducation, et c'est toujours sur décision médicale. Donc, il faut essayer de limiter les sondages à demeure, hein. Le fait d'avoir un dispositif invasif en place est un vrai risque infectieux et donc il faut plutôt privilégier les sondages évacuateurs et les répéter si c'est nécessaire. Donc ces indications doivent être limitées, hein. Ça peut être une rétention vésicale chronique, une chirurgie pelvienne en périopératoire, césarienne programmée. Une anesthésie longue aussi nécessite d'avoir un sondage.
Dans certains services, il est parfois, enfin, il est nécessaire de surveiller les paramètres urodynamiques, surveillance de la durée, surveillance des entrées et des sorties. Par exemple, en réanimation, des services de grand brûlé au bloc opératoire. Mais ça peut être aussi une indication de prévention des lésions cutanées pour permettre une cicatrisation d'un escarre sacré. Et ça peut être aussi un soin de confort en phase terminale. Alors, il existe des contre-indications. Dès qu'il y a un traumatisme de l'urètre, dans le cas d'une fracture de bassin, on ne peut pas poser une sonde urinaire lors de sténose de l'urètre ou de prostatite aiguë. En tout cas, c'est un point important, l'incontinence urinaire n'est pas une indication à la pose de sonde à demeure. Il y a des indications au sondage intermittent. Ce sont des rétentions chroniques d'urine qui sont associées souvent à des maladies neurologiques, et notamment les blessés médullaires, les scléroses en plaques, les tumeurs sacrées, etc. Les chirurgies pelviennes élargies, ce sont des indications de sondage intermittent. Les rétentions persistantes après chirurgie prostatique et les rétentions passagères. Alors, vous avez sur le marché ou dans vos établissements différents types de sondes. C'est probablement pas du tout exhaustif, mais donc les sondes à demeure, on les appelle les sondes de voie ou sondes simple courant. Donc, comme vous le voyez, il y a différents modèles. Il existe des sondes avec une extrémité droite et une extrémité béquillée. La béquillée, elle est plus adaptée probablement à l'urètre masculin qui facilite le passage, l'introduction, et notamment au niveau du coude. Donc, ces sondes ont deux connexions. Une connexion pour connecter la poche à urine et une connexion pour gonfler le ballonnet à l'extrémité, ce qui permet ce ballonnet de laisser en place la sonde. Et la quantité de volume pour remplir ce ballonnet est indiquée sur la sonde. En règle générale, c'est autour de 10 millilitres. Parfois, il y a des prescriptions d'irrigation et on a besoin d'une sonde spécifique qu'on appelle des sondes urinaires trois voies ou double courant. Donc, il y a un orifice supplémentaire, un orifice qui permet d'irriguer la vessie où on branche les tubulures de perfusion. Donc, on retrouve l'orifice pour gonfler le ballonnet et l'orifice pour connecter la poche à urine. Donc, vous avez à disposition euh, différents types de sondes avec des matières différentes. Vous avez des sondes à latex, enduit de téflon ou latex siliconé. Ce sont des sondes qui peuvent rester en place 15 jours, donc c'est pas beaucoup. Et il y a quelques inconvénients, donc c'est la durée de maintien, mais ça peut être aussi une lumière qui est assez petite par rapport aux sondes en silicone. Vous avez des sondes en latex enduit d'hydrogel où la durée maximale d'utilisation est de 4 semaines et des sondes en silicone qui peuvent rester en place plus longtemps jusqu'à 6 semaines. L'avantage, c'est une résistance à l'incrustation. Dans ces sondes, la lumière interne est assez importante et elle est très résistante à la chaleur et au vieillissement. Peut-être, par contre, son prix est un peu plus élevé que les autres sondes. On a besoin également d'un collecteur. Donc, vous avez différents collecteurs sur le marché, mais dans tous les cas, le choix du collecteur doit s'orienter vers des poches qui présentent, ont des valves anti-retour qui permettent d'empêcher le reflux de l'urine vers les voies urinaires. Et il faut favoriser les poches qui ont un site de prélèvement sans aiguille euh, au début du connecteur et qui permet un prélèvement aseptique des urines, de préserver le système clos et d'éviter un risque d'AES et ça évite d'endommager le collecteur par perçage. Pour les sondes qui restent en place assez longtemps, il est intéressant d'avoir un système de fixation adapté qu'on met au niveau du lit et d'avoir une chambre compte-gouttes.
Quand on utilise une poche qui reste peu de temps, on peut peut-être utiliser des collecteurs un peu plus simples, sans le système de fixation ou la chambre contre-goutte. Alors, quelques recommandations générales par rapport au sondage. Il faut privilégier, quand c'est possible, les sondages évacuateurs intermittents qui présentent un risque infectieux moindre. C'est toujours, un sondage est toujours sur prescription médicale. Il est très, très, très important d'évaluer quotidiennement la nécessité du drainage vésical et cette évaluation doit être tracée. C'est comme un cathé. On doit se poser quotidiennement la question, est-ce que mon patient a toujours besoin de cette sonde urinaire? Il faut utiliser des sondes stériles, bien sûr adaptées à l'âge et à la durée de sondage. Alors on doit privilégier, quand c'est possible, les diamètres les plus petits, compatibles avec un bon drainage pour minimiser le risque de traumatisme de l'urètre. On doit respecter le système clos dès la pose de la sonde. Quand on pose la sonde, on doit connecter dès le début du soin la sonde et la poche. Et peut-être qu'il faut privilégier les systèmes préconnectés pour éviter de désadapter ensuite la poche et la sonde. Respecter bien sûr les règles d'asepsie pendant toute la durée de la pause, respecter les précautions standards, l'hygiène des mains et le port de gants au bon moment. Changer impérativement la sonde et le collecteur, ça c'est très important. C'est pas toujours un soin facile, la pose de sonde urinaire en particulier chez les femmes et en cas de fausse manœuvre. Et, il faut tout changer. On arrête son soin et on change tout le dispositif. Si on cathétérise le vagin, on doit changer sonde et collecteur et on recommence son soin depuis le début. Alors, on doit utiliser certains produits comme des gels lubrifiants à queue pour faciliter le passage de la sonde. Euh, c'est important, notamment chez l'homme. Ça peut être un petit peu. Il ne faut pas que ce soit un soin douloureux. Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de vaseline stérile. C'est incompatible avec le latex et le latex et la silicone. Et si on a besoin d'une anesthésie, en particulier pour l'homme, pour anesthésier les muqueuses, c'est toujours sur prescription médicale. On a besoin d'eau stérile pour gonfler le ballonnet. Donc, on gonfle le ballonnet avec de l'eau stérile et pas avec le sérum physiologique, car ça peut former des cristaux et ça peut provoquer une obstruction du canal qui sert au gonflement du ballonnet. Et la quantité est indiquée sur la sonde. Alors attention, il ne faut pas que le ballonnet soit peu gonflé parce qu'on risque d'avoir des fuites et on risque que la sonde se déplace. Et il ne faut pas gonfler non plus trop le ballonnet car ça peut provoquer des douleurs chez le patient et provoquer des spasmes de la vessie qui est très douloureux pour le patient. Et le bon usage des antiseptiques est très important. Il faut utiliser des antiseptiques adaptés. Et ça va être l'occasion de poser la troisième question. Donc, question 3. Donc, à vos téléphones, si vous n'avez pas encore flashé, vous pouvez flasher le flash code. Donc, pour la pose de sonde urinaire à demeure, chez l'adulte, quel antiseptique pouvez-vous utiliser? La bétadine dermique, le Daquin, la biseptine ou la chlorhexidine alcoolique 2%. Oh, pardon. Donc, vous pouvez commencer à répondre. Comme pour les cathés, l'antiseptique est très important pour éviter les infections associées aux soins. Je vais peut-être 44, 45 réponses. Donc, vous avez répondu en majorité le Daquin et la bétadine dermique. Donc, les réponses correctes qu'on attendait, c'était bien le Daquin. Effectivement, c'est beaucoup utilisé, mais on peut aussi utiliser la bétadine dermique. C'est un antiseptique
à queue, donc ça peut être utilisé. Alors, on n'utilise pas la biceptine, c'est contre-indiqué sur les muqueuses. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'alcool dans cet antiseptique, et la chlorhexidine alcoolique non plus, 2% n'est pas est contre-indiqué sur les muqueuses. Alors, pour les antiseptiques, lorsqu'on doit effectuer une antisepsie sur les muqueuses, c'est un antiseptique à queue. Donc, les produits qu'on peut utiliser, on doit utiliser on peut utiliser la gamme de polyvidone iodé, dermique, le flacon jaune, c'est bien un antiseptique à queue, ou la bétadine gynécologique. Mais il faut prendre des précautions, en tout cas chez l'enfant de 1 à 3 mois. Et le Daquin, l'hypochlorite de sodium, est bien indiqué chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant prématuré. On ne peut pas utiliser tout antiseptique chez les enfants, donc c'est cet antiseptique qui est recommandé. Alors, un antiseptique alcoolique, on en a également besoin. On peut utiliser de l'alcool 70% pour la manipulation des codectiques, donc soit sur le site de prélèvement ou pour vidanger la poche du collecteur pour éviter euh, pour manipuler ce connecteur avec un antiseptique, comme c'est le même principe que pour les cathés, et pour éviter à ce robinet de vidange de toucher l'intérieur du bocal à urine. Alors les autres produits autour du sondage qu'on a besoin, c'est les produits hydroalcooliques, hein. C'est un soin c'est un dispositif invasif, donc il faut réaliser des hygiènes des mains avant soin, en cours de soin et à la fin du soin. Et le savon unidose pour la toilette génito-urinaire est importante et on privilégie le savon unidose pour éviter, euh, parce qu'avec l'unidose, on maîtrise mieux la qualité microbiologique du flacon. Donc, au niveau de l'antisepsie de la muqueuse, il faut d'abord nettoyer au savon doux, rincer à l'eau du réseau, sécher avec plutôt une serviette à usage unique ou une serviette propre et un gant propre ou un gant à usage unique. C'est plutôt recommandé autour du sondage vésical. On doit désinfecter les muqueuses avec une compresse stérile imprégnée d'une solution antiseptique à queue, au moins une application d'après les recommandations. Et, euh, et il faut éviter l'effet mécanique est particulièrement important, hein. Il faut éviter de projeter des antiseptiques sur les muqueuses. Il faut frotter la compresse sur les muqueuses pour que la- l'antisepsie soit efficace. Et il faut respecter le temps de sondage. Donc, dans les bonnes règles du bon usage des antiseptiques, il faut privilégier les flacons à unidose. Si ce n'est pas le cas, il faut dater l'ouverture du flacon des antiseptiques, ne pas toucher l'ouverture et verser l'antiseptique sur la compresse stérile et désinfecter du plus propre au plus sale, de l'avant vers l'arrière pour la femme. Et on garde un flacon réutilisable 1 mois. Mais attention, le daquin, il est pas, il faut pas le mettre auprès d'une source de chaleur. Il n'est pas très stable comme antiseptique. Alors, par rapport à la technique de la pose d'une sonde à demeure, les incontournables, je l'ai déjà dit, mais l'hygiène des mains est particulièrement importante, hein, à effectuer en début de soin. Alors, c'est la friction hydroalcoolique, bien sûr, à différentes étapes de soin et en fin de soin. Par rapport à la tenue professionnelle, c'est la tenue professionnelle qu'on change tous les jours, hein, mais qui doit quand même être protégée pendant une pause de sonde urinaire par un tablier. C'est un soin mouillant avec la toilette que l'on réalise et un soin à risque de projection d'urine, de matière biologique. Doit protéger sa tenue pendant ce soin. On doit avoir des gants non stériles pendant toute la préparation du soin et des gants stériles juste avant la pose de la sonde urinaire. Et ça ne fait pas partie des recommandations qu'on peut trouver en lisant la littérature, mais le CEPIAS, on s'est positionné. Il est important, nous pensons, pendant cette pose de sonde, d'avoir un masque à usage médical pour éviter la contamination de la muqueuse périnéale et la contamination de la sonde
par les gouttelettes que l'on peut émettre durant la parole. La préparation du soin, bah, le patient doit être bien installé. L'homme et la femme, l'homme est en position dorsale avec les jambes un peu écartées. Euh, et la femme également en position dorsale. Et parfois, il peut être nécessaire de la positionner sur un bassin. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais si on utilise un bassin, il faut utiliser un bassin propre. On doit travailler sur un matériel désinfecté au préalable avant son soin. Et en règle générale, pour la pose de sonde urinaire, il est plus facile de travailler sur un champ stérile où on dépose tout le matériel stérile, la sonde, la poche et le matériel stérile, les compresses. Il peut être aussi nécessaire d'avoir un champ que l'on dépose sur le patient. Ça permet d'éviter des fautes d'asepsie. Alors, les préalables à la pose de sonde urinaire à demeure, c'est d'effectuer une toilette urogénitale, donc avec des gants non stériles. On nettoie à l'eau et au savon, l'eau du réseau, ne pas oublier de décaloter le gland chez l'homme, et on effectue ensuite une antisepsie. Mais entre les deux étapes, on change de gant et on fait une friction hydraulique, reprend des gants non stériles et on réalise une antisepsie large avec des compresses stériles imprégnées d'un antiseptique à queue, donc du plus propre au plus sale. Alors, chez la femme, alors euh, le- on doit passer, on fait un passage par compresse. Alors, chez la femme, on a besoin d'au moins 5 compresses, les grandes lèvres, une à droite, à gauche, petite lèvre, et ensuite le méa urinaire. Chez l'homme, c'est également du plus propre au plus sale, du gland vers le scrotum. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour la pose de la sonde urinaire, c'est un soin stérile, hein. Donc, on effectue une friction hydroalcoolique et on porte des gants stériles. Et là, on prépare son matériel. Donc, on doit vérifier le ballonnet de la sonde urinaire. On gonfle le ballonnet avec la quantité indiquée sur la sonde. On dégonfle, on adapte la sonde au collecteur. Donc, on met le système, on fait le système clos et on lubrifie la sonde. On a besoin de compresses stériles pour écarter les grandes lèvres ou pour prendre le pénis. Et on introduit la sonde sans forcer. Donc on lubrifie bien sûr la sonde. On introduit la sonde sans forcer jusqu'à l'apparition d'urine. Une fois qu'on a des urines, il faut continuer à enfoncer la sonde pour éviter de gonfler le ballonnet au niveau de l'urètre. Donc chez l'homme, jusqu'à la garde, une fois, donc on gonfle le ballonnet et on retire doucement la sonde et on observe une butée. Donc quand on pose la sonde chez l'homme, c'est d'après des textes, il faut mettre la verge à 90 degrés par rapport à l'abdomen, ce qui permet d'éviter ou de diminuer la coudure au niveau anatomie. Alors, s'il y a une fausse manœuvre, je l'ai déjà dit, mais je le répète, chez la femme, on change de sonde et de sac collecteur. Euh, et on fixe la sonde immédiatement après la pose. Pour les patients alités, euh, il faut donc fixer la sonde chez la femme sur la cuisse et chez l'homme, il est plutôt recommandé de fixer la sonde en bas de son abdomen pour respecter l'anatomie chez l'homme. On recalote et on accroche le collecteur en position d'éclipse par rapport à la vessie. Alors, on a fini son soin. Donc, comme pour tous les soins, on effectue une friction hydroalcoolique et il faut toujours noter son soin dans le dossier, la date de pose, le type de sonde, le calibre, le volume de gonflage du ballonnet. Alors, je ne l'ai pas dit, mais quand on sonde un patient, s'il y a un grand volume d'urine, il faut clamper la sonde pendant un quart d'heure et attendre un quart d'heure et ensuite vider par étapes les urines.
Voilà, j'espère que j'ai tout dit, mais je pourrais répondre à quelques questions après. Donc, pour la sonde urinaire, c'est bien un acte infirmier sur prescription médicale. D'après le décret relatif à la profession d'infirmière du Code de la santé publique. Par contre, le premier sondage chez l'homme, c'est effectué par le médecin et il écrit l'infirmier participe à la mise en œuvre par le médecin du premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention. Alors, dans une fois la sonde en place, il faut surveiller et il y a des règles d'hygiène à respecter. Les premières sont le respect des précautions standards et l'hygiène des mains est particulièrement importante avant toute manipulation. Donc, il faut effectuer une friction hydroalcoolique avant toute manipulation et avant port de gants. C'est un dispositif invasif qui est laissé en place et on sait qu'il y a beaucoup d'infections urinaires sur sonde. En règle générale, on porte des gants. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de contact avec les urines et un risque de contact avec les muqueuses. Donc, ce sont des indications au port du gant et il faut protéger sa tenue avec un tablier dès qu'il y a un risque de soinçuant ou de risque de projection. Donc, par exemple, quand on vide les urines, on porte de la poche, on porte des gants et un tablier. Et il faut faire attention à ses yeux parce qu'il y a toujours un risque de projection sur les yeux. On doit maintenir le système clos. On ne doit jamais désadapter la sonde du collecteur pendant toute la durée du maintien de la sonde, euh, même si je sais que dans les services, on peut désadapter pendant une toilette, etc. Ce n'est pas du tout dans les recommandations. Il y a un vrai risque de contamination à la rupture du système clos. La toilette quotidienne doit être réalisée tous les jours. Au savon doux, il n'est pas nécessaire d'utiliser un antiseptique et il faut faire une toilette aussi quotidienne après chaque selle pour éliminer la flore du tube digestif. On doit vidanger les urines de façon régulière. Il faut éviter d'avoir des sondes trop pleines parce que ça ne permet pas l'écoulement des urines. C'est important que les urines que ça s'écoule de façon régulière. Et il faut vidanger de façon aseptique les urines. Ça veut dire qu'on doit utiliser des compresses imbibées d'un antiseptique alcoolique. Donc, nous, on préconise plutôt l'alcool. On pense que c'est suffisant. L'alcool à 70% euh, pour manipuler la connectique de la poche pour vidanger les urines. Et il faut faire des prélèvements d'urine de manière aseptique par le site de prélèvement qui est désinfecté avec des compresses stériles imbibées d'alcool. Donc, on ne clampe jamais une sonde urinaire, hein. Ça peut abîmer la sonde urinaire si on clampe la tubulure de la poche. Alors, on doit surveiller aussi, alors ce qui est très important, tous les jours, on se pose la question du maintien de sonde urinaire, se poser la question si le patient a toujours besoin d'un sondage vésical, et on doit le tracer dans le dossier du patient. Et on doit surveiller également la perméabilité de la sonde. Donc, on doit surveiller les diurèses, la quantité, l'aspect des urines pour permettre, comme on l'a vu hein, en première partie, il faut s'assurer d'un apport liquidien qui peut permettre un débit urinaire suffisant et ça permet d'éviter des colonisations bactériennes éventuelles. Mais bien sûr, il peut y avoir des contre-indications médicales, donc ça doit être discuté en équipe. La sonde, la poche doit toujours être en déclive par rapport à la vessie, sans contact avec le sol. Il n'est pas du tout recommandé de déposer une protection sur le sol et de poser la poche sur le sol parce qu'on marche sur sur cette protection et il y a un risque de contamination euh, de l'intérieur de la poche. Il faut vérifier les pliures de la sonde et du collecteur. Il faut vérifier une absence de fuite d'urine autour de la sonde. Ça peut être un ballonnet pas assez gonflé, ça peut être une coudure, une obstruction de sonde, hein. Les obstructions de sonde peuvent exister, donc ça se surveille. Et il faut vidanger de façon régulière le collecteur. Alors, pour certains patients et certains services, il peut être nécessaire
de rajouter un petit sac collecteur qu'on rajoute au collecteur à urine pour augmenter le volume de la poche durant la nuit. Donc ça peut être utile dans certaines situations. Donc on surveille la fixation de la sonde. Donc je l'ai dit, chez la femme plutôt sur la cuisse et l'homme alité plutôt sur l'abdomen. Après, les patients qui déambulent, il y a des systèmes de fixation au niveau des cuisses et des jambes qui permet au patient d'avoir sa poche, son collecteur sous son pantalon ou sous sa robe. Ce qui est aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs pour les patients. On surveille également les paramètres cliniques, la température qui peut être un signe d'infection, mais on l'a bien dit au début, la fièvre, il n'y a pas que la fièvre comme signe infectieux, hein. Ça peut être une hypotension, une désorientation du patient, ça peut être d'autres signes, donc il faut surveiller ces signes infectieux. Même malgré la sonde, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de globe vésical. La douleur du patient également, hein. Une sonde urinaire peut être douloureuse chez les patients, peut provoquer des spasmes. Donc, on peut peut-être dégonfler un petit peu le ballonnet. Enfin, en tout cas, il faut avoir une discussion avec l'équipe médicale sur cette douleur. Et il faut surveiller l'aspect du méa qui peut être rouge ou œdématié. Par rapport au changement de sonde, il est décrit dans les textes du Code de la santé publique que ça fait partie du rôle propre de l'infirmier ou l'infirmière. L'infirmière doit surveiller l'élimination intestinale et urinaire et doit changer les sondes vésicales. Donc, ça fait partie de son rôle propre. Mais il est quand même recommandé pour ce changement de sonde d'avoir des protocoles au sein de son service pour avoir un petit peu le rythme de changement de sonde du patient qui a une sonde. Dans les dernières recommandations de la SF2H, AFU et SPILF de 2015, il est écrit qu'il est fortement recommandé de ne pas effectuer de changements systématiques et planifiés de la sonde. Donc, ce qui veut dire qu'il faut éviter de changer trop souvent la sonde urinaire, mais aussi pour autant, il faut quand même respecter les recommandations du fabricant. On l'a vu, la durée de maintien peut être différente en fonction du type de sonde. Les sondes en latex, enduit de téflon ou latex siliconé peut rester en place jusqu'à 15 jours, alors que les sondes en silicone, 6 semaines. Donc, il faut quand même respecter les consignes du fabricant. Il est écrit aussi dans ces recommandations qu'il est fortement recommandé de changer de sonde dans les cas suivants: obstruction, infection urinaire après 24 heures d'antibiothérapie et lors de bactériurie en préopératoire en chirurgie urologique. Il est également écrit qu'il ne faut pas changer de sonde lors d'urines troubles. Donc, les urines troubles, une poche qui est qui est foncée, qui a l'air sale, n'est pas une indication de changement de poche urinaire ou de sonde urinaire. Et il faut aussi changer de sonde s'il y a une rupture de système clos. Ce système clos qui rompt est un risque infectieux, donc il est plutôt recommandé de changer la sonde et la poche si rupture du système clos. Alors, le rôle de l'infirmière par rapport à ces sondages, c'est sous la responsabilité de l'infirmière d'après le Code de la santé publique. L'aide-soignante doit surveiller le respect du système clos, l'aspect des urines, la position d'équilibre de la sonde et de la poche, sans contact avec le sol. Euh, L'aide-soignante peut vidanger les urines du sac collecteur de manière aseptique, mesurer la duresse, nettoyer quotidiennement le méa urinaire avec du savon doux et surveiller la température. La traçabilité est particulièrement importante. On ne trace pas tous les soins que l'on effectue aux patients quand on analyse les dossiers. Donc, il faut tracer la pose de la sonde,
la date de retrait de la sonde également, les actes de soins autour du sondage et les éléments de surveillance. Et il faut tracer si l'évaluation du maintien de la sonde du résident. Alors, Christelle, je t'interromps comme prévu parce que tu as beaucoup de questions. Je pense que tu as répondu à la plupart au fil de la discussion. Mais si je reprends dans l'ordre, bonjour, une sonde à demeure peut-elle rester bien au-delà de 6 semaines? Alors, si le dispositif le permet, oui, c'est l'idéal. Euh, mais Ah, faut tu nous rester. as dit que c'était selon le fabricant, il fallait Oui, regarder les voilà, données du c'est ça. fabricant. Et souvent, Euh, 6 semaines, c'est maximum finalement, c'est ça, Six non? semaines, c'est maximum, mais peut-être qu'il y a une évolution dans les Hmm, dispositifs. Et si le fabricant le permet, moins on change de sonde urinaire, mieux c'est. Donc oui, et par contre, il faut toujours se poser la question, est-ce que mon patient a toujours besoin de sondage? Ça, il faut toujours se poser la question. bien sûr. Alors, une question plus technique où on n'est peut-être pas les meilleurs pour répondre. Y a-t-il d'autres indications au lavage vésical en dehors du post-chir? Nous rencontrons beaucoup de mises sous lavage vésical pour des urines hématuriques, plus ou moins des caillots. Alors moi, effectivement, je connais le sondage à 3 voies quand il y a du caillotage sous anticoagulant ou autre pour fluidifier et pour éviter l'obstruction. Je ne sais pas s'il y a d'autres indications en urologie, ça devient très spécifique, je pense. Ouais, je ne suis pas Ouais. une Les sondes à spécialiste. 3 voies, c'est pas pour les problèmes infectieux, on va dire, c'est pour les problèmes mécaniques d'urologie. Ouais. Donc, tu se retourner vers eux. Que préconisez-vous chez les patients qui changent ou rajoutent une poche de nuit? Oui, ça peut être permis dans certaines situations, pas dans tous les services, il me semble, mais pour certaines situations, pour les patients, en tout cas, ça existe. Euh, enfin, il y a un système qui permet de rajouter une poche à la poche à urine pour augmenter le volume, ce qui permet enfin, oui, c'est possible, c'est possible. Je pense pas que ça soit utile pour tous les patients, mais pour certaines situations, c'est possible. Quel conseil peut-on donner à une équipe au regard de la réalisation d'un ECBU chez une patiente porteuse d'une sonde à demeure sans site de prélèvement? Ah. Ça existe encore, ça? Bah, je sais pas. Faudrait. Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Par contre, l'équipe d'hygiène pourrait, dans cet établissement, discuter avec le pharmacien ou le magasin pour commander des sondes avec site de prélèvement. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Oui, je pense que c'est quand même Mm. un gage de qualité Ouais. qu'il faut demander, hein, même si c'est Mm. sûrement plus cher, mais ça me paraît Mm. normal. Après, AV38 nous demande la technique à faire pour prélever un ECBU sur sonde. Bah, tu nous as... Bah alors, sur sonde, alors je ne l'ai pas vu écrit, mais en pratique, je pense que faut clamper au niveau. Enfin, si on n'arrive pas à avoir d'urine, il faut toujours désinfecter le site de prélèvement avec de l'alcool ou une solution antiseptique alcoolique. On attend que ça sèche. Et ensuite, on prélève. Si on n'a pas d'urine, il faut clamper la tubulure de poche urinaire, enfin, pas la sonde, hein, et si on attend un petit moment, on peut facilement recueillir les urines. Voilà. Bien. Après, il y a quelqu'un qui nous demande, avez-vous des recommandations sur le port du masque chirurgical pour la pose d'une sonde à demeure? Bah, j'ai copié-collé le bout de ta diapo. Tu disais que vous, au niveau Ouais, du CEPIAS, vous avez tranché, vous voulez on a qu'on mette un tranché. masque. Ouais. Ça, alors, parce que en fait, ça n'apparaît pas du tout dans les recommandations. Alors, pour cette présentation, j'ai re-regardé les sources et ça n'apparaît jamais. On s'est positionné en équipe CEPIAS Île-de-France et on pense que c'est très utile de porter un masque à usage médical, hein. Ça permet d'éviter de projeter des gouttelettes sur la sonde qui est stérile parce qu'en fait, quand on fait un soin, on parle au patient. Donc, il y a toujours un risque de projection de gouttelettes sur la sonde stérile ou euh, sur les voies urinaires. Donc, bah, je pense que c'est une bonne chose de mettre un masque à usage médical. Très bien. Merci. Après, une autre question. Alors, je ne sais plus exactement quand c'est arrivé. Vous ne parlez pas de réaliser une anesthésie locale. Pourquoi? Alors, j'ai dû le mettre, voir, je suis passée très vite. Si, si, pour chez l'homme, c'est probablement important.
Par contre, c'est toujours sur prescription médicale. C'est un médicament, Subcutané. donc on ne peut pas le faire de soi-même. L'infirmière ne peut pas utiliser cet anesthésiant euh, Tu sans parles de la prescription. lidocaïne Oui, c'est ça, qu'on l'idocaïne, ouais, je ferait, pense. Ouais, avant de mettre dans... Oui, ouais. d'accord. Et si on l'utilise, il faut quand même laisser le temps à ce produit anesthésiant d'être efficace. Donc, il me semble qu'il faut attendre une dizaine de minutes, hein, au moins. En tout cas, c'est vrai que c'est Mm. intéressant. Alors, quelqu'un me demande si on aura le PTT. Oui, on va le mettre au moins le PTT sur le PowerPoint sur notre site demain et la vidéo, le temps de la recouper en petits morceaux, peut-être lundi. Pour la fixation de la sonde chez l'homme, c'est sur la cuisse si le patient est valide, sinon c'est sur l'abdomen, s'il est non valide, non. Qu'est-ce que... Oui, c'est ça. C'est un Mm. patient alité, la sonde chez l'homme doit être fixée sur l'abdomen. Par contre, s'il déambule, c'est sur la cuisse. Il faut éviter de faire une traction, hein, pour éviter d'être traumatique pour le patient. Parfait. Ensuite, bonjour. L'entretien peut être un acte aide-soignant. L'entretien, alors on parle de petites de toilettes, hein, je pense. Oui, enfin, l'aide-soignant a un rôle à jouer dans la surveillance, dans la toilette. Elle peut faire une toilette du patient qui est Au porteur de sonde quotidien. urinaire de façon quotidienne et après elle change d'ailleurs. Par contre, il est plus recommandé du tout d'utiliser un antiseptique par contre quotidiennement. C'est plus du tout dans les recommandations et déjà depuis plusieurs années. D'accord. Une question qui intéresse toujours beaucoup. Un premier sondage vésical chez un homme qui n'est pas en rétention, par exemple en préopératoire, pourra être réalisé par l'infirmier. Est-ce bien cela? Je Parce pense qu'il pas. y C'est a une vrai petite que ambiguïté dans le texte. oui, Mm. je suis d'accord. Je me suis également posé la question. Je pense pas, mais c'est pas écrit de cette façon. Donc Peut-être je que peux. ça peut être des protocoles de délégation par service, parce que c'est vrai que moi qui ai vécu ça de l'autre côté, quand tu es interne de garde, tu n'as jamais posé une sonde urinaire de ta vie, tu es moins bon que l'infirmier. Donc c'est Oui, un peu bizarre comme truc. oui, c'est vrai que Rosa qui a c'est. retenu le texte, qui est au courant bien des textes, tu nous dis non. Ouais, je pense c'est un texte qui est pas tellement. C'est vrai qu'un interne qui a jamais posé de sonde Mm. est pas plus compétent qu'une infirmière qui a Ah l'habitude. non. Mais c'est les textes de loi. Donc on reste sur ce texte pour toi. Ça marche. Peut-être que voilà, dans les services d'urgence, on peut faire des protocoles de délégation, non? Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il faut avoir des formations, je pense, Ouais, spécifiques pour ça. C'est pas un webinaire comme ça qui permet non, d'effectuer d'accord. des actes comme ça. Ok. Donc ça, on a parlé. Repose de son demeure, sinon respect du maintien du système clos. Oui, Ne faut-il pas analyser le niveau bénéfice-risque chez un patient qui se désadapte régulièrement le sac collecteur de sa sonde à demeure? Ah oui, bah ça, de toute façon, il faut toujours analyser le réflexe bénéfice-risque de l'apport d'une sonde à demeure chez quelqu'un tous les jours. oui, bien sûr, il y a toujours Après, c'est des. quelqu'un de confus, d'agité. Alors, je pense Mm. que c'est les recommandations. Après, il y a des cas particuliers, mais il ne faut pas que le cas particulier se généralise. Il y a toujours probablement des situations particulières. En tout cas, il ne faut pas que ça soit la règle. Je revois pour notre histoire de premier sondage chez l'homme, là, Mino M nous dit que le texte, l'arrêté parle de rétention. Je Donc, sais. donc Mm. peut-être que quand même, quand il n'y a pas de rétention, on peut comprendre comme Mino M. Bon, petit débat, mais nous, on peut pas trancher à notre niveau, malheureusement. Mm. Alors ensuite, lors du sondage, préconisez-vous d'introduire la sonde au-delà de l'apparition des urines dans le collector, c'est-à-dire aux trois quarts? Oui, ça, il y a un texte, j'ai mis une source qui explique bien. Alors, la pose de la sonde, il y a peu de documents officiels qui expliquent techniquement la pose de sondage urinaire et vous avez dans le diaporama un lien, un article, une enquête qui décrit bien la pose de la sonde et il est bien expliqué qu'il faut vraiment enfoncer la sonde et c'est pas parce qu'on voit des urines qu'il faut s'arrêter. Et chez l'homme, il est expliqué qu'il faut enfoncer la sonde jusqu'à la garde. On gonfle le ballonnet et ensuite on retire. Parce que le risque, c'est de gonfler le ballonnet trop tôt et que le ballonnet soit dans l'urètre. Donc, il est très important d'enfoncer suffisamment la sonde. Parfait, c'est très clair. Alors, hop.
Peut-on encore faire des lavages de vessie sur sonde? Exemple, sonde bouchée, Vésiring. Non, Non. ça fait pas. C'est bien décrit hein, dans le document SPIL FAFU SF2H. Il n'est pas du tout indiqué d'effectuer des lavages vésicales avec une sonde normale. Il faut utiliser une sonde spécifique. Ok. C'est très à risque de désadapter la sonde, d'irriguer Mhm. non, c'est pas du tout adapté. Mm. Après, concernant les indications de pose de sonde, est-ce qu'un alitement long avec ralentissement du transit peut être une cause directe de rétention aiguë d'urine? Ben oui, j'ai envie de vous dire, le fécalome, c'est une des grosses causes de rétention aiguë d'urine, mais justement, c'est pas indication de pose de sonde, c'est plutôt évacuer le fécalome. Enfin, s'il y a une rétention aiguë, on va être obligé de poser la sonde, mais il faut essayer de l'enlever vite, quoi. Traiter la cause de la constipation et justement pas mettre une sonde au long cours. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit, j'ai compris. Et la dernière question. Bonjour, nous devons clamper à 500 ml lors de la pose d'une sonde à demeure, mais qu'en est-il lors d'un sondage intermittent? Ah, je pense que c'est le même principe. Quand on pose un sondage intermittent et qu'il y a plus de 500 millilitres, je pense qu'il faut clamper la sonde parce que, en fait, j'ai lu dans les sources que ça peut, le fait d'éliminer rapidement une grande quantité d'urine peut abîmer, peut Ça fait un léser. syndrome de levée d'obstacle aussi. Ouais, Ça peut faire voilà, ça des peut, troubles ça, hydroélectrolytiques. Mm. voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est indiqué également. Mais il y a peu d'informations sur le sujet. Mhm. Mais si nous n'avons pas de clan, euh, En fait, dans les établissements de santé, il existe des clans à usage unique, hein. Ça peut, faut qu'ils en après, commandent alors, voilà. s'ils n'en ont pas à Clean Alliance. Ouais, C'est ça, non? ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autres petits moyens? Ok. Bah, après, si, il y a des moyens, mais c'est pas des moyens. C'est pas orthodoxe. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit que le Dakin n'est plus utilisé. Ben, Ah, non, non, ça, je pense que c'est une erreur. Le daquin est utilisé et c'est une vraie indication ouais, pour le sondage vésical. d'accord. Et alors, la vraie dernière, pour faire un test au bleu vésical au bloc opératoire lors de chirurgie, la sonde est désadaptée pour injecter le bleu. Quels sont les recours à ce sujet? Changement de sonde à la fin de l'intervention. Ah oui, il y a une rupture du système clos pour faire votre test pour voir s'il y a une fistule. Alors ça, c'est très spécifique. Est-ce que tu sais répondre, Christelle? Non, je pense que là, pour cette situation qui est vraiment très spécifique, ça doit générer une discussion en interne avec les médecins et l'équipe paramédicale. J'ai pas de réponse toute faite sur cette question. Je... Oui, parce qu'on peut imaginer que si c'est fait dans le contexte d'un bloc chirurgical où tout le monde est en casaque, Ouais. etc., le risque est quand même faible, donc je ne suis pas sûre, mais Oui, voilà, je pense que ça peut être discuté dans cette ouais, situation très particulière. c'est ça, il faut discuter avec les urologues. Mm. Bon, ben voilà, il reste une petite partie, je compte les diapos, 6 à peu près, donc on te laisse terminer. Ah, on est en retard. Ouais. Donc, le sondage évacuateur isolé ou intermittent, donc c'est un petit peu différent. Donc, c'est des sondages qui peuvent évacuateurs qui peuvent se répéter ou ça peut être un sondage évacuateur isolé. Donc, c'est toujours aussi sur prescription médicale. Comme on ne laisse pas la sonde en place, on n'a pas besoin de ballonnet et on doit utiliser une sonde adaptée, bien sûr, à la morphologie du patient et privilégier le diamètre le plus petit possible pour éviter que ça soit traumatique et avoir un bon drainage et qui permet aussi de bien drainer les urines. Alors, quand c'est de l'itératif, il faut quand même tenir de l'avis du patient par rapport à la présentation, à la souplesse, à la sensation de glisse. Le patient doit participer au choix des sondes qu'il va utiliser. Donc, ce sont des sondes stériles, sans ballonnet, auto-lubrifiées ou non. Je pense que dans les textes, il est plutôt préférable d'utiliser des sondes auto-lubrifiées. Et les longueurs diffèrent en fonction de l'homme ou la femme. Et elle est plutôt, je pense, béquillée chez l'homme parce que c'est un peu plus facile à poser. Le sondage évacuateur intermittent ou isolé, on l'a dit, c'est à privilégier au sondage à demeure. La fréquence, ça doit être défini par le médecin
en fonction de la présence ou non de mixtions spontanées, du volume résiduel d'urine et de la capacité de la vessie. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est bien d'avoir dans des services un scanner vésical type Bladoscan qui permet de limiter la fréquence des sondages. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur cette diapo parce que pour le sondage évacuateur isolé, dans les recommandations, c'est le même niveau d'asepsie que la pose de sonde à demeure et c'est avec un respect du système code du drainage. Ça veut dire que c'est les mêmes conditions. On fait une toilette qui est suivie d'une antisepsie de la muqueuse et on pose la sonde avec des gants stériles. Voilà. C'est la même procédure. Par contre, si c'est un sondage itératif, par opposition au sondage évacuateur isolé, c'est un geste propre. Ce qui veut dire, l'hygiène des mains, c'est la même chose. Tenue professionnelle, on n'a pas besoin de gants stériles pour le soin. La préparation est la même et il n'est nécessaire d'effectuer qu'une toilette urogénitale avec des gants non stériles. On nettoie à l'eau et au savon. Par contre, quand c'est de l'itératif, on n'a pas besoin de faire d'antisepsie. Et la sonde, elle est posée avec des gants non stériles. Voilà la différence avec un geste itératif qui se répète qu'un geste isolé. En fait, les études montrent dans ces sondages itératifs qu'il n'y a pas tant de différence quand on porte ou non des sondes, des gants stériles et si on fait ou non une antisepsie. Pour le sondage, pour l'autosondage, ça veut dire que c'est un sondage c'est une sonde qui est posée par le patient. Il faut quand même que le patient soit éduqué par un infirmier sur décision médicale. La pose se fait de manière propre, non stérile, mais on travaille dans des conditions quand même aseptiques. Le patient doit avoir des mains propres. Alors, si c'est à la maison, il peut faire une hygiène des mains au savon, au choix ou effectuer une friction hydroalcoolique. Il doit il doit avoir une position adaptée, confortable. Alors, il doit apprendre à poser une sonde dans différentes positions, debout, assis aux toilettes, en fauteuil, etc. Il doit travailler sur enfin, poser sa sonde et avoir un support propre. Il doit effectuer une toilette urogénitale avant de poser sa sonde. Et la pose se fait sans gants stériles, mais alors il prend des précautions par rapport à la manipulation de la sonde. Il introduit la sonde sans forcer jusqu'à l'apparition d'urine et il attend que la vidange de la vessie se fasse et ensuite il retire sa sonde et il jette sa sonde. Il doit noter la quantité d'urine qui est émise sur une fiche mixtionnelle pour que ça soit ensuite discuté avec les équipes qui le suivent. Voilà pour les sondages. Marianne? Je remets mon micro. Ouais. Donc, merci Christelle. C'est vrai qu'on a dépassé, il y a des gens qui doivent retourner travailler. Une dernière diapo pour dire les messages à retenir. Urine qui pue, pas forcément d'infection, donc pas forcément de BU et de CBU systématiques. Surtout pensez à réhydrater les patients. Savoir que la colonisation urinaire est fréquente, notamment avec l'âge et que c'est différent de l'infection. Limiter les BU et les ECBU inutiles, ça fera gagner du temps, économiser de l'argent, ça sera meilleur pour la planète en diminuant le bilan carbone et ça luttera contre l'antibiorésistance. Proscrire les sondages urinaires de confort, c'est jamais anodin d'avoir une sonde urinaire, hein. Il faut mieux accompagner les toilettes que mettre une sonde urinaire aux urgences, même si les conditions ne sont pas toujours simples. Et surtout, réévaluer quotidiennement la pertinence de cette sonde. Privilégier les sondages évacueurs itératifs lorsque c'est possible. Former les soignants et mettre en place des protocoles dans les services, ça paraît indispensable. Rappelez-vous donc que les cystites simples de la femme jeune, il faut juste les confirmer par une BU, pas besoin de CBU. On peut faire ça en officine avec délivrance d'antibiotiques par les pharmaciens maintenant. On n'a plus de place dans des bandes urinaires dans les EHPAD parce qu'il y a trop de colonisation chez les personnes âgées. Et puis, il faut faire des prélèvements de bonne qualité. Donc, c'est des urines du deuxième jet pour éviter la contamination. Donc, je vous aurais alerté sur l'augmentation de la résistance des entérobactéries aux antibiotiques de plus en plus à l'hôpital, mais même en ville. Donc, on donne les traitements selon les recommandations, les traitements minutes pour les cystites simples. Si on peut, dans les cystites
à risque de complications, on attend l'antibiogramme. On traite la durée recommandée qui est maintenant de 7 jours pour les pyélonéphrites si c'est des bêta-lactamines ou des quinolones. Et puis, on attend les nouvelles recommandations des infections urinaires masculines qui vont changer pas mal de petites choses. Voilà, toute antibiothérapie inutile et évitée, ça permet de préserver le microbiote et de lutter contre l'antibiorésistance. À ta Christelle, il y avait quelques références que vous pourrez retrouver sur la diapo Ah, d'après. pardon, excuse-moi. Non, Oh, c'est pas grave. pardon. Ah, pardon, Non, mais Marianne. juste, j'avais mis le logo des infirmières Attends. inter-EMA, équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, 2 dias après. Voilà, que vous sachiez qu'il y a ce groupe qui existe. Et si vous avez envie de les rejoindre, vous pouvez les. Voilà, IDE Inter-EMA, c'est en Île-de-France. Donc des infirmières spécialisées en thérapeutique anti-infectieuse qui peuvent être des référentes aussi dans vos secteurs. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Eh Merci, bien, Marianne. On a voilà, dépassé, je suis désolée, un peu le temps. on a fait beaucoup de questions déjà. Euh, Qu'est-ce que je vais te reposer comme question? Je crois que tout le monde est un petit peu sur le départ là, hein. Oui, je pense que si vous avez Ouais. des questions, vous pouvez nous envoyer des Oui, mails on peut faire ça. à Mm. Marianne ou à moi ou l'équipe CEPIAS. Il n'y a pas de souci, on répondra à vos questions. Eh bien, on fait comme ça. Merci à tous de vous être Merci. connectés si nombreux. Bonne fin Merci. d'après-midi. Merci. Au revoir. Merci Christelle.